et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver sur la plage Magnum de la Croisette à Cannes, alors que le festival a désormais bien entamé sa deuxième semaine. On s'achemine vers le palmarès de samedi. La Croisette a été marquée par le grand retour hier soir de Spike Lee, avec un Blaxman évidemment très politique, et le grand retour hors compétition ce matin de Lars von Trier, mettant en scène un Matt Dillon tueur en série dans The House That Jack Built, qui crée déjà la polémique. Pas de polémique, mais de la politique sur notre plateau, avec celui qui fera aussi l'événement ce soir. C'est le réalisateur Stéphane Brisé. Bonjour. Merci d'être des nôtres, avec l'excellent En Guerre, qui met en scène Vincent Lindon, syndicaliste, défenseur d'un site industriel menacé de fermeture. Et puis avec nous, c'est un honneur, c'est un grand plaisir, la comédienne, écrivaine, réalisatrice et chanteuse Anna Karina. Vous savez, à la Anna Karina de l'affiche du Festival de Cannes, l'héroïne de Pierrot le Fou, celle qui, en réplique itérative et en quelques mots, a symbolisé le désarroi de toute la jeunesse révoltée de 68. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Ça a été considéré, cette réplique, et puis c'est presque une litanie, comme voilà, la phrase qui symbolisait le mal-être de toute une génération. Bonjour Anna Karina. Bonjour. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau. On va parler évidemment de cette belle affiche de votre baiser avec Jean-Pierre Belmondo pour Pierrot le Fou. Ah oui, c'est extraordinaire parce que évidemment je m'y attendais pas du tout. Et puis il y a quelqu'un qui m'a appelé là il y a à peu près 4 semaines, qui me dit voilà, j'ai quelque chose à vous dire, est-ce que je peux venir vous voir? Et j'ai dit oui, bien sûr. Elle est arrivée au café et elle m'a montré une photo. Une maquette. Là. Elle a dit voilà, ça serait voilà la photo du Festival de Cannes avec Jean-Paul Belmondo. Mais il faut pas le dire. C'est un secret pour l'instant et voilà. Donc on n'a rien dit à personne. Je l'ai dit à mon mari, mais il l'a pas moufté. Et donc, c'était extraordinaire parce que quand on est venu ici pour l'ouverture, eh ben, il y avait cette affiche. De voir cette grande affiche au-dessus des marches. Oui, mais j'y croyais pas que ça soit... Enfin, j'y pense pas que ça soit aussi grand que ça. Ouais. Et somptueux, quoi. Donc ça a été une grande émotion pour vous. Ah oui, extraordinaire. Un cadeau du ciel, quoi. Si longtemps après, c'est... En même temps que Godard, avec Pierrot le Fou, et vous-même soyez présents sur la Croisette en 2018, donc en hommage évidemment à 68, c'était la moindre des choses, non? Ouais, il a quand même été assez malin là, parce qu'il n'est pas venu, mais tout le monde parle de lui dans les journaux. Comme d'habitude. Et voilà, parce qu'il a eu l'idée géniale d'être sur le net et de ne pas être sur la Croisette. Ça m'a beaucoup fait rire quand on m'a appris ça. Voilà, oui, parce qu'il a fait une sorte de téléconférence en fait par internet plutôt que d'être présent sur la Croisette. Alors on va en parler, Anna Karina, mais je voudrais qu'on parle de l'actualité entre guillemets la plus brûlante. C'est la projection cet après-midi dans Cannes Classique de La Religieuse de Diderot. Il est sorti finalement dans un scandale total. Incroyable. Ouais. Avec tous les prêtres et tout le monde crient au scandale en disant que c'était absolument scandaleux, alors que c'est quand même un roman extraordinaire de Denis Diderot et qui a été interdit aussi à l'époque. Alors justement, est-ce que ce scandale, la censure, la lettre de Jean-Luc Godard, qui n'était pas pourtant le metteur en scène, mais la lettre de Jean-Luc Godard et la mobilisation de la plupart des réalisateurs de la Nouvelle Vague, la lettre au ministre de la Culture, à Malraux, est-ce que tout ça était aussi pour vous un symbole de tout ce que la jeunesse de 68 a voulu renverser? Oh, je ne crois pas que Jacques Rivette il pensait à ça à cette époque-là. Absolument pas. Mais tout ce scandale. C'était quelqu'un de très... il a été complètement stupéfait. En plus, j'avais joué la pièce au théâtre 2 ans avant, quoi. Même 3 ans avant. Et voilà, ça s'est magnifiquement bien passé. J'ai même eu un petit prix comme ça par les critiques à la radio. Et voilà, tout le monde est pour la meilleure débutante, bien sûr. Parce que j'étais encore très jeune. Pas comme maintenant. Et donc, ça a été vraiment, on a tous été complètement stupéfaits, quoi. Ouais. Ah oui. Est-ce que c'est un film qui a une résonance particulière pour vous? Parce que
Voilà, il y a eu Godard, il y a eu Rivette avec La Religieuse, mais vous avez joué avec des tas de grands réalisateurs comme Visconti, comme Cukor, comme Raoul Ruiz et bien d'autres. Mais est-ce que La Religieuse de Diderot et toute cette tempête, alors qu'effectivement vous étiez très jeune, quand on est très jeune, c'est un film qui a compté particulièrement c'est pour clair. Et puis Jacques était quelqu'un de merveilleux. On a tourné ça à Avignon et voilà, c'était que du bonheur. Il y avait aussi Micheline Prel qui jouait dans le film. Il y avait Liselott Pulver qui jouait la mère lesbienne. Et puis Nicole Berger qui jouait aussi la méchante supérieure. Voilà. Alors le film est présenté donc à Cannes Classique cet après-midi et il ressort en salle sur l'ensemble du territoire oui, demain. C'est extraordinaire ça aussi. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va créer de nouveau... Il n'est plus de ce monde. Est-ce que vous pensez qu'il va créer de nouveau la polémique? Non, je crois pas. Ce genre de polémique derrière nous. Parce qu'à l'époque, quand il est sorti, à peu près, je crois 2 ans plus tard, il y a des gens qui sont venus en bus de l'Espagne, de l'Allemagne, de partout, quoi, d'Italie, pour voir le film. Oui. Alors, je voudrais revenir d'un mot avec vous sur l'affiche dont on a parlé tout à l'heure et vous nous avez dit votre émotion sur la présence de Jean-Luc Godard, mais vraiment 2 mots. Est-ce que vous l'avez vu, le livre d'images, le dernier Godard, qui a été présenté à Cannes? J'ai vu un extrait, oui. C'est assez étonnant. Je sais pas vraiment ce que ça raconte. Mais... Vous irez le voir peut-être. Peut-être, sûrement. Restez avec nous, Anna Karina. On va parler justement avec Stéphane Brisé de ce film, En guerre. Je sais que vous vous connaissez tous les deux. Vous avez eu plusieurs interactions par le passé. Peut-être une réaction rapide, Stéphane Brisé, à tout ce que vient de dire Anna Karina, ce qu'elle a évoqué de l'histoire du cinéma et de l'histoire tout court de notre pays. C'est d'abord très bouleversant d'entendre parler quelqu'un qui est toujours dans l'étonnement de ce qui peut se passer, presque sans conscience de la mythologie à laquelle elle appartient et qu'elle a participé à créer. C'est quelque chose qui me bouleverse beaucoup quand je vous entendais parler. Et aussi sur les réalisateurs, Rivette, quand il fait un film, il n'a pas conscience de ce qui peut se passer. Et puis, 50 ans plus tard, il ne créera évidemment pas le scandale de l'époque, mais c'est aussi un marqueur de l'évolution de la société. Mais tout ça se fait sans conscience. Aucun réalisateur ne prépare un tumulte. Il prépare un film. C'est clair, il était vraiment très mal. Alors vous montez les marches... Pas. Nous non plus d'ailleurs. On ne vous attendiez pas à ce scandale. Vous montez les marches ce soir, Stéphane Brisé, avec un film qui a déjà un très bon bouche à oreille, c'est En guerre. Bon, personnellement, je l'ai beaucoup aimé et je saisis toutes les occasions d'en parler en bien. C'est un film qui a presque aux allures de documentaire, qui raconte le combat d'un groupe de salariés qui luttent pour le maintien de l'activité et de leur emploi sur un site industriel qui est menacé de fermeture et de délocalisation. On regarde la bande-annonce ensemble et on vous retrouve tout de suite après. Monsieur Bandery, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4 ans, au moins 5 ans. Est-ce que vous tenez votre parole, vous? Oui, le groupe, il a tenu ses promesses On d'investissement. ne demande pas votre pitié, on demande juste que vous respectiez votre parole. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Ouais, voilà. Écoutez, Non, mais c'est sans appel. La justice, aujourd'hui, est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Ça veut dire qu'on a un PDG qui a dit à un ministre « Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux ». Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés? On sent personne dehors. C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Elle est où la parole? Je me bats pour un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois. C'est pour ça qu'on doit se battre, tous ensemble. On n'a plus rien à perdre. Je vous demande de partir, c'est illégal. Entendez ce que je vous dis. On ne bougera pas. C'est fini. regarde, c'est fini, là. On est en train de crever et on se fout sur la gueule. S'il n'y a pas de rencontre, un débouché qui reprend le dialogue, ça va vraiment dégénérer.
Stéphane Brisé, ce qui m'a frappé avec votre film, c'est bon, évidemment, au-delà de l'interprétation, de la mise en scène et tout ça, avant d'en parler, la justesse du propos. Vous nous parlez du combat de ces salariés et vous nous montrez toutes les discussions, les séances de négociation, de médiation du gouvernement, et tout est extrêmement précis dans le propos, dans les réactions des uns et des autres. En fait, c'est important pour moi de partir de la matière du réel. Moi, j'ai pas vécu ça. Donc, à un moment, pour pas trahir quoi que ce soit, mais ni la parole de chacun, ni celle des salariés, ni celle des politiques, ni celle des cadres, c'est important d'avoir une démarche au départ journalistique. Je rencontre des gens avec le co-scénariste Olivier Gors. Et on pose des questions, pose des questions. Donc, on a une matière colossale. Et après, il s'agit de créer de la dramaturgie et de la fiction avec une matière qui parfois peut sembler un petit peu rébarbative. Rébarbative, parce qu'il faut que ça soit très juste dans le cadre de la loi, que les discussions ne doivent trahir personne. Donc à ce moment-là, c'est ma responsabilité vis-à-vis de chacun, vis-à-vis du propos. Je ne peux pas caricaturer quelqu'un parce qu'à ce moment-là, je me tire une balle dans le pied. Moi, je m'attache à montrer le plus froidement, le plus objectivement une situation, charge au spectateur de se dire oui ou non, on marche sur la tête. Mais ce qui a été absolument passionnant, c'était de transformer toute cette matière en quelque chose de passionnant à voir et à regarder. Et donc aussi de créer le dispositif pour... Vous avez parlé de documentaire, mais c'est plutôt pour moi de traduire une idée du réel. Voilà. Avec un Vincent Lindon qui porte par essence la fiction. Mais je mêle aussi des reportages de télé à l'intérieur. Donc l'écran de cinéma devient écran de télé à certains moments. Et il y a aussi comme ça une mise en écho de l'image de cinéma et de l'image de télé. Et le cinéma, en fait, montre ce que parfois la télé, enfin pas ça, parfois, même tout le temps, la télé ne montre pas, peut pas montrer ou ne veut pas montrer. Mais même dans la partie cinéma, il y a effectivement ce propos et cette interprétation qui sont très très justes et très précises. Et ce qui me frappe aussi, c'est à quel point vous montrez le dérèglement de toutes les mécaniques, c'est-à-dire la disproportion du rapport entre la partie patronale et la partie salariale, et tout ce qui se dérègle dans ce qu'on pourrait considérer comme un comportement normal dans notre société, et aussi ce qui se dérègle dans l'entente la mésentente entre syndicats et les différentes options qui s'offrent aux différents personnages. C'est toujours des choix cornéliens pour eux. Oui, on fait des films avec des trains qui arrivent en retard, donc évidemment il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que je vois au départ? Il y a, semble-t-il, visiblement, quasiment, mais c'est pas quasiment, c'est objectivement un système qui va profiter à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Donc déjà, en disant cette phrase, on a quand même une possibilité de dramatique, une tragédie même. Et il s'agit de le mettre en forme en offrant à chacun la possibilité de défendre son point de vue de manière la plus forte possible. Il y a beaucoup d'intelligence autour des tables. Quand je filme des discussions à l'Élysée, je crée un enjeu fort dans la parole, mais que ce soit le conseiller social de l'Élysée, les syndicalistes ou même les cadres de l'entreprise, objectivement, autour de la table, il y a beaucoup d'intelligence. Ils parlent tous le français et pour autant, ils ne parlent pas la même langue. Ils ne parlent pas la même langue, et en fait, quand la partie patronale s'adresse aux salariés, aux syndicalistes, ce n'est jamais en les considérant d'égal à égal. Et on s'adresse à eux systématiquement, soit en leur parlant comme s'ils étaient de grands enfants qui ne peuvent pas comprendre la réalité des enjeux, soit avec mépris. Mais aussi par l'intermédiaire d'un mot, parce que ce qui structure beaucoup de ces plans sociaux, c'est problème de compétitivité. Et quand on dit qu'on a un problème de compétitivité, ça sous-entend, vous, salariés, ne rendez pas l'entreprise assez compétitive. Alors que le film montre que le problème n'est pas un problème de compétitivité, mais de rentabilité, donc de profitabilité. Donc à partir de ce simple mot, parce que les mots portent des idées, évidemment, on les met déjà à un endroit. On les met déjà à l'endroit de la défaillance, parce que c'est eux qu'on crée le problème, soi-disant, de compétitivité. Alors que c'est bien autre chose. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que la fermeture, elle a été décidée
en Allemagne, à la tête d'un groupe international. Donc il y a des entreprises sur le sol français. Ils décident d'en fermer une. Mais le cadre, le PDG France de l'entreprise, qui porte la parole, il porte cette décision, je ne suis même pas certain que cet homme-là soit d'accord avec ça. Absolument. Donc, à un moment, quand cet homme-là est face aux syndicats et aux ouvriers et aux salariés, il a moins de pouvoir qu'eux. Il est moins libre qu'eux. Et c'est très intéressant. Il est aussi à un endroit de contrainte. Mais moi, je vais filmer l'endroit de souffrance. Vincent Lindon a été pris d'interprétation à Cannes il y a 2 ans avec La Loi du marché. Il y a 3 ans, le temps passe, avec La Loi du marché que vous mettiez déjà en scène. C'était une interprétation très, très rentrée, très fermée. Il parlait peu finalement dans ce film, alors que là, c'est l'inverse. Vincent Lindon ouvert, intense, qui emmène le film et les autres comédiens et acteurs autour de lui, qui sont tout aussi bouleversants. Et à propos de ce film, vous dites Vincent et moi sommes habités par la colère. C'est ça que vous avez voulu, c'est cette colère que vous allez voulu. On est né en colère. Voilà, on est né en colère alors qu'on est né sur des planètes sociales extrêmement différentes, et pour autant on a constaté, depuis le temps qu'on se connaît, qu'on est habité par, au départ, la même colère. Alors au départ, c'est pas une colère politique, c'est une colère, c'est un truc très intime. Et puis après, la colère, elle va s'accrocher à des choses. Moi, je sais qu'il y a des choses qui deviennent finalement politiques. La colère la plus consciente dont je me souviens, c'est d'avoir entendu... J'ai grandi à un endroit où j'ai entendu, quand j'évoquais un désir d'un métier, c'est pas pour nous. Ça, je n'ai jamais considéré ça juste que ce soit pas pour moi. Et c'est quelque chose qui a... je pense que je me suis accroché à ça pour nourrir, entretenir ma colère. J'ai fait comme j'ai pu, en fait, globalement. En guerre, présenté ce soir au Festival de Cannes, le dernier film de Stéphane Brisé, avec notamment Vincent Lindon. Merci Stéphane Brisé, merci Anna Karina. Vous restez encore avec nous quelques petites secondes. Le temps de lancer notre Cannes 24 heures. Il se passe évidemment plein de choses à Cannes chaque jour. Et bien, comme tous les jours précédents, nous avons encore une fois jeté notre mistigris sur la croisette. Mistigris, c'est le nom de code de notre reporter. Regardez ce qu'elle nous a rapporté de ces dernières 24 heures. C'est presque indispensable que le cinéma soit engagé, qu'il ait une force sociale et pédagogique, il me semble. En tout cas, pour moi, le cinéma a fait beaucoup pour que je comprenne les cultures du monde entier et pour approcher aussi le discours social. Donc c'est très important, je pense. Sur votre droite, Juliette. Juliette au milieu, s'il vous plaît. Juliette, un sourire pour moi, là. Le cinéma positif, pour moi, c'est celui d'être face à sa vérité. Donc, pas avoir peur de ses ombres, pour ensuite épouser finalement sa lumière. Voilà. Elle m'a appelé par téléphone, on a fait un Skype, elle m'a fait une déclaration d'amour, mais d'une énormité. Non, elle m'a dit juste qu'elle avait un scénario et qu'elle avait écrit un personnage qu'elle rêvait que ce soit moi, et qu'elle avait trop envie de travailler avec moi, que tout ce que je faisais lui plaisait, qu'elle avait tellement envie. Je dis super, parce que c'est pas évident quand on te dit qu'on est amoureux de toi, c'est pas évident de tomber amoureux, parce que l'amour, des fois, souvent, toujours, c'est plus compliqué que ça. Et là, j'ai lu le scénario après, et c'est même pas par rapport à mon personnage, c'est que l'histoire de Lazzaro, ça m'a assied, j'ai trouvé ça... Je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la vie me donne des cadeaux de cette énormité. J'ai trouvé ça super. Donc c'était facile de lui dire, oui, bien sûr, je suis amoureux de toi aussi. Allons-y. Si Cannes était une drogue, c'est assez amphétaminique. Ce serait, je pense que ce serait l'amphétamine. Ouais. Si Cannes était un plan cul, il y a beaucoup de paillettes, donc ce serait un plan cul un peu froid. Même tous les galériens, alcoolos, drogués que je connais pas, tous les gens qui font rien de l'année, ils descendent tous à Cannes avec des fausses cartes de visite, ils disent qu'ils sont directeurs de casting, ils disent qu'ils sont comédiens, mais c'est le festival de la mythomanie. Et du coup, s'il y avait une danse qui devait représenter Cannes, pour moi, je sais pas,
je sais pas, une danse hystérique avec des mythomanes, des gens qui font des trucs. Non, ça ressemblerait pas mal à la deuxième partie de mon film. Deuxième partie de notre Cannes 14h avec non pas 2 mais 3 invités aujourd'hui. Le journaliste est désormais cinéaste, Harry Roselmack. Bonjour Harry. Merci d'être des nôtres. Vous allez nous parler de votre premier film présenté ici dans le cadre de la Semaine du cinéma positif. Le film s'intitule Fracture au pluriel. Il a déjà reçu une récompense à New York. On va voir ça ensemble. L'actrice et réalisatrice Sonia Rolland également est là. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Votre documentaire Femmes du Rwanda, pour lequel on vous avait reçu sur le plateau de vendredi 14h, était aussi projeté dans le cadre de la Semaine du cinéma positif. Il a reçu le prix du meilleur documentaire positif. Et puis, je précise aussi que vous avez déjà produit plusieurs autres documentaires et que vous avez écrit un livre, Les Gazelles n'ont pas peur du noir, aux éditions Michel Lafon, et que vous faites partie des signataires du manifeste Noir n'est pas mon métier, aux éditions du Seuil, dont on a beaucoup parlé sur la Croisette, et qui dénonce le peu de rôles, ou en tout cas les rôles trop stéréotypés qui sont proposés aux actrices et aux acteurs aussi noirs dans le cinéma français. Nous recevrons également Serge Toubiana. Bonjour, merci d'être des nôtres, président d'Unifrance depuis une année, après avoir quitté la présidence de la Cinémathèque française. Alors Unifrance qui est très présente à Cannes, bien sûr, puisque votre mission c'est de défendre les intérêts du cinéma français dans le monde entier, et y compris au Festival de Cannes. Vous nous direz ce que vous pensez de ces sélections et de la place du cinéma français dans les sélections. Je précise que vous êtes l'auteur du très sensible et que j'ai beaucoup aimé livre Les Bouées jaunes aux éditions Stock. Alors on débute avec vous Sonia et votre film Femmes du Rwanda. On en redécouvre pour nos téléspectateurs les plus assidus la bande-annonce. Bonjour, je suis Sonia Rolland et je vais vous faire découvrir ma terre natale, le Rwanda. Merci de m'accueillir. Oh, Karibu. Merci. Soyez le bienvenu. C'est gentil. Après le génocide de 1994, les femmes rwandaises ont pris le destin de leur pays en main parce que les hommes manquaient. On garde que les rouges bien fermes. Aujourd'hui, elles sont les actrices économiques, politiques et culturelles majeures de l'extraordinaire renaissance de ce pays. 3 hommes et 157 femmes. Et dis donc, elles sont majoritaires, quoi. Sonia Rolland a parcouru sa terre d'origine à leur rencontre. Cheers. Alors Sonia Rolland, le documentaire, quand il avait été diffusé sur Planète, avait reçu un bel accueil du public. Il reçoit aujourd'hui un prix. Là, c'est un documentaire qui bénéficie d'un très bon bouche à oreille. Et votre choix, votre parti pris, on l'a aperçu dans cette bande-annonce, c'était de montrer combien ce pays, combien les femmes de ce pays sont résilients et refusent d'être, c'est votre pays de naissance, hein, je précise, refusent d'être catégorisées uniquement comme des victimes, plus de 20 ans maintenant, hein, 24 ans après le génocide. Oui, très clairement, ces femmes s'inscrivent dans le développement du pays depuis le début. À l'issue du génocide, de toute façon, on a convoqué la population féminine parce qu'elle représente 52% de la population aujourd'hui. Et ce sont des femmes qui ont finalement retrouvé leur place. Parce que dans l'histoire du Rwanda, la femme avait une position très forte avant que la colonisation s'installe et change complètement la structure qui était celle du Rwanda à l'époque. Et du coup, elles ont retrouvé le pouvoir finalement, ce qui était le leur aussi à l'époque, mais aidées et soutenues par les hommes. Et c'est ça la grande particularité de ce pays. En fait, c'est un pays, le Rwanda, bien plus en avance sur les questions d'égalité entre femmes et hommes que beaucoup de pays occidentaux dits développés. Disons que, en fait, nous, après la guerre, les femmes avaient quand même un certain... elles ont été prises au sérieux, elles étaient importantes dans la reconstruction du pays, en France, par exemple. Après la guerre en France, oui. Voilà, après la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur cette notion-là. Elle est très importante. Si on avait justement pris plus au sérieux ces femmes et l'importance de leur place dans notre société, on ne serait pas en train de débattre sur les questions de salaire aujourd'hui. Je crois qu'on a un problème aussi avec la mémoire. Au Rwanda, comme c'est une mémoire encore très vive, puisque ça ne fait que 25 ans, ils ont quand même mis un point d'honneur à ce
qu'on reconnaisse le travail des femmes, celui aussi du peuple rwandais dans toute sa globalité, parce que on parle aussi des victimes qui ont reconstruit le pays aujourd'hui. C'est pas rien. Ils ont réussi à consolider une fracture réelle dans cette société depuis le génocide et surtout d'effacer toute notion d'ethnicité ou toute notion ethnique. Ça, c'est un grand progrès et projet rwandais. Alors j'imagine que le sujet de votre documentaire entre vraiment en résonance aujourd'hui sur la Croisette avec les suites de l'affaire Weinstein et la place des femmes dans le cinéma, avec la mobilisation des femmes, la montée des marches de 82 femmes, le fait que le jury soit présidé par une femme. Ça vous inspire quoi, toute cette constellation, cet alignement de planètes? Non, c'est formidable, mais d'autant plus que tous ces mouvements sont soutenus par des hommes. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui est à noter quand même, parce qu'on oublie que les hommes sont derrière aussi. Et il ne faut pas qu'on les culpabilise. Au fond, c'est vrai qu'il fallait reconnaître quand même qu'il y avait un réel problème dans le cinéma. Pourtant, la France recense le plus de réalisatrices, en fait, que les États-Unis, par exemple. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et il faudrait aussi, par exemple, plus de rôles de premier plan pour les femmes noires. Moi, j'en parle dans ce livre avec Voile noir n'est pas mon métier. On aimerait quand même faire émerger plus de talents noirs parce que c'est une réalité. La France est un pays européen qui n'a pas à avoir honte de sa mixité. Elle est réelle. Le peuple français est un peuple très mixte et beaucoup plus mixte finalement que les États-Unis. Et on ne le voit pas à l'écran, on ne le voit pas à l'image. Et c'est quand même triste qu'on soit si éloigné de la réalité de la réalité de la société, de son évolution. Harry Roselmack, alors la diversité la transition est parfaite. Voilà. Non, mais je parle pas de vous en particulier, je parle du film, du sujet du film évidemment, et l'histoire d'une femme résiliente, libre, qui façonne son destin en dépit de l'adversité et surtout sans souci du qu'en dira-t-on. C'est tout à fait le sujet de Fracture. On regarde la bande-annonce et on en parle avec vous. Alors justement, Harry, on en parlait avec Sonia Orlan tout à l'heure de ses premiers rôles confiés à des actrices noires ou à des actrices issues de la diversité. C'est ce que vous faites avec votre film Fracture et l'histoire de cette femme, Call Girl, qui décide de prendre en main son destin. C'est vrai que cette histoire, ce film est porté par une femme et c'est vrai que quand je t'écoutais, Sonia, les propos que tu tenais, j'aurais pu les reprendre à mon compte. Dans cette démarche et de façon plus générale, je crois qu'il faut être, c'est vrai, dans une démarche de réconciliation. Alors sur la question de l'égalité homme-femme, mais aussi sur la question du vivre ensemble. On est dans une société qui voit émerger beaucoup d'identités secondaires qui se substituent à notre identité commune, notre identité nationale, qui veut plus dire grand-chose pour beaucoup de gens. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un travail de réconciliation à faire. Et pour moi, ça passe par l'échange, par le dialogue. Alors dans le film, il est dur, ce dialogue. Il est parfois très dur, oui. Il est violent, mais il accouche d'un lien, au final. Alors, premier film pour vous, qui est plutôt connu comme étant un journaliste, 3 ans de travail, et vous voici sur la Croisette. Alors certes, pas en compétition, vous étiez présenté aussi dans la semaine du cinéma positif, mais enfin, quelle aventure! Ouais, quelle aventure. C'est vrai que c'est d'abord une aventure humaine, comme j'aime à les faire. Ce projet de film, il est parti de l'écriture. Moi, tous mes projets professionnels partent de l'écriture. J'ai un pote qui me dit un jour, dans une soirée, viens, j'ai envie de faire un pilote de fiction, faisons ça, ça rentre dans l'oreille, mais ça ressort pas tout à fait par l'autre. Et ça met un petit vélo dans la tête. Exactement. Et voilà, je suis parti en écriture, ça a accouché d'un scénario, et j'en avais une vision tellement précise que je me sentais pas de me déposséder un petit peu de cette histoire pour la confier à quelqu'un d'autre. Donc, on a décidé
collectivement que j'allais le réaliser et c'est ce qui s'est passé. Alors vous avez obtenu avec ce film qui reçoit, je dois le dire, un très bel accueil partout où il est projeté. Il a été projeté à la Croisette, gros succès, et vous avez fait d'autres projections qui ont toujours reçu un bel accueil. Il a reçu aussi le prix spécial du jury au Chelsea Film Festival, c'est à New York. Il n'a pas encore de distributeur, mais qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Non, enfin, alors ce film, comme certains premiers films de gens qui ne sont pas issus du milieu du cinéma, est un film totalement indépendant. C'est un film qui n'a pas reçu de financement public autre que celui de la collectivité territoriale de Martinique. Allez savoir pourquoi. Non, j'en profite vraiment pour les salue, remercier encore de leur soutien. Et je crois qu'ils ont perçu aussi dans cette démarche une vision autre, qui est une vision intéressante, parce que c'est une vision créole. Moi, ce que je dis, c'est que on a, nous, aux Antilles, et vous le savez, Audrey, on a, nous, une expertise. On fait trop peu valoir ce que nous, on connaît dans l'ensemble national. Nous, on a construit notre société à partir d'oppositions la plus radicale qui soit, maître et esclave. On a réussi à construire une société qui fonctionne, qui n'est pas parfaite, mais qui fonctionne. Et la France, aujourd'hui, se découvre différente, avec des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Nous, on est témoins qu'on peut faire fonctionner ça. Et c'est ce discours-là, je pense, qui a aussi séduit la collectivité territoriale de Martinique, qui m'a soutenu sur ce projet. Sinon, c'est un projet indépendant, on l'a fait seul. Et c'est vrai, quand on commence un projet en dehors du système, c'est pas facile. C'est pas facile, évidemment. Même quand on est dans le système, c'est pas facile. Serge Choubiana peut nous en parler. Je vous voyais acquiescer aux propos de Harry Roselma, que vous connaissez bien ces problématiques. Mais je trouve qu'il en parle très bien, Sonia aussi. C'est vrai, vous êtes convaincant, vous êtes habité par votre sujet. Et donc, ça donne confiance, on a envie de voir. Et c'est ça qu'il faut... Et pareil pour Sonia, que j'aime beaucoup. Regardez ce sourire merveilleux. Non, mais c'est vrai, vous êtes... et on a besoin de vous, quoi, voilà. Merci Serge. En tout cas, c'est vrai qu'on peut noter que Serge a toujours été un grand soutien. Moi, j'ai de la chance d'avoir eu sur mon chemin à rencontrer des personnes aussi qui portent des valeurs, les valeurs du cinéma, les valeurs culturelles et les valeurs surtout de diversité. Ça, c'est hyper important d'avoir des gens comme Serge pour nous aider, parce que, qu'on se le dise, il y a des combats qui sont difficiles, mais il ne faut pas qu'on les mène tout seul. Quand on est noir en France, il faut être soutenu par tout le monde, blanc, asiatique, peu importe. Mais c'est vrai qu'il faut que ça soit quelque chose de collectif. Et c'est vrai que Serge, toi, tu t'inscris vraiment là-dedans, quoi. Et de toute façon, j'imagine que vos œuvres s'adressent à tous les publics et pas un public en particulier. Serge Choubiana, Unifrance, qui défend le cinéma français, vous en êtes le président. Qu'est-ce que vous pensez de la sélection? Le cinéma français est très présent dans l'ensemble des catégories du festival cette année. Je n'ai pas compté le nombre de films français. C'est pas toujours le cas. Alors, mais il y en a beaucoup. Il y en a, ne serait-ce qu'à la quinzaine des réalisateurs, il y en a une bonne dizaine déjà. Dans c'est la compétition officielle, il y en a plusieurs, 4. C'est une présence assez forte par rapport à d'autres années. C'est une présence assez forte. Il y a les films français, il y a les films coproduits par la France, avec la France. Il y en a beaucoup, parce que c'est quand même aussi un des aspects forts de notre politique au niveau du CNC, à la fois des pouvoirs publics, mais aussi des partenaires du cinéma, de coproduire avec des cinéastes étrangers, d'où qu'ils viennent. Donc c'est vrai que la présence française est forte. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que c'est un festival international, que c'est un marché international. Donc il faut rester humble. La France doit rester humble parce qu'on accueille les autres. Et puis Unifrance, nous, je dirais, mon rôle, c'est plutôt d'accueillir les étrangers. Je ne vois que des étrangers. J'ai des rendez-vous avec Isabelle Giordano, qui est la directrice. On ne voit que des partenaires étrangers qui sont des directeurs de festivals, des acheteurs, des éventuels acheteurs, des distributeurs qui viennent voir les films français. Alors justement, sur le marché du film, est-ce que les films français trouvent preneur? C'est difficile. Cette année, on est sur une période difficile. Certaines comédies marchent très bien à l'étranger. Le Sens de la fête a bien marché. Le dernier film de Danny Boone marche bien en Allemagne, en Espagne, en Italie. Les comédies marchent bien. Les films d'animation marchent bien. L'année dernière, il y avait le Valérian de Luc Besson qui a un peu sauvé l'exportation du film français. 30 millions d'entrées à l'étranger, c'est beaucoup. Mais c'est des années difficiles parce que, d'abord, il y a d'autres cinématographies qui se développent. On n'est pas les seuls. Mais je dirais que notre force, notre atout principal vis-à-vis de l'étranger, c'est notre liberté, quoi. C'est pour ça que ça rejoint ce que vous venez de dire. Nous, on a cette chance en France d'avoir une grande liberté. On n'a pas de tabou, on n'a pas de morale trop contraignante.
Moi, je voyage beaucoup avec Unifrance maintenant. Je m'aperçois que partout, la morale gagne du terrain. Quoi. Le retour à l'ordre moral. De l'ordre moral. Le bien-pensant, la censure. On ne peut pas montrer un bout de chair. Le conservatisme. Mais partout. En Chine, aux États-Unis, où vous alliez, on ne peut rien montrer. Quoi. Et notre cinéma, il est très libre. Sur les rapports entre hommes et femmes, femmes et femmes, hommes-enfants. C'est un atout et il faut mieux le valoriser. Il y a certains cinémas qui sont quand même plus difficiles à faire, y compris en France, que d'autres. Voilà. Parce qu'ils sont plus difficiles à financer. Voilà. Et on a cette chance d'avoir un système de financement plutôt vertueux qui est très, très admiré à l'étranger, dans les pays européens. Il y a une chose qui me semble très importante à dire, c'est qu'en Afrique, il se passe quelque chose d'important. L'Afrique est en train de bouger. Dans plusieurs pays d'Afrique. On ouvre des salles de cinéma. Ils s'organisent, Voilà, il y a un désir de cinéma. Là, j'ai vu la directrice du nouveau CNC tunisien, pleine d'énergie, jeune, dynamique. Voilà, il y a des salles qui vont ouvrir. Voilà, c'est très important. Et les cinéastes étrangers qui passent sur ce plateau nous disent que le Festival de Cannes est pour eux un sanctuaire, un lieu d'asile, surtout quand ils sont en difficulté dans leur pays. Vraiment très très rapidement, Serge Choubiana, est-ce que vous avez un coup de cœur parmi les films français en compétition ? S'il y en avait un que vous... J'en ai pas vu tant que ça, j'y vais juste après. Je vais voir le film de Stéphane Brisé, que j'ai pas vu, En Liberté. En guerre, je dis en liberté. Non, je confonds avec le film de Pierre Salvadori que j'ai beaucoup aimé, mais qui a la quinzaine d'années. Formidable film. Qui est formidable film. J'ai vu. Vous avez vu le Christophe Honoré peut-être ? Non, je n'étais pas encore arrivé. Bon, alors il va falloir faire vu le film de Godard. Des séances de rattrapage. Et le Godard, dites-nous tout le bien que vous pensez du Godard. Sur ce plateau, on en pense du bien, mais on est un peu seul. Mais d'abord c'est une chose rare, un film de Godard. C'est peut-être le dernier. Il a 88 ans. Et moi, je trouve que ce que j'aime dans ce film de Godard, d'abord, ça ne parle que de cinéma. Il connaît l'histoire du cinéma, il la porte sur ses épaules, il la transmet avec beaucoup de passion, de générosité, de mélancolie, passion et de poésie. De poésie. Et moi, je trouve ça assez beau, admirable même. Alors, c'est vrai que c'est un film qui est en compétition, c'est un peu absurde peut-être qu'ils sont en compétition, mais ça nous rappelle quand même que le cinéma a une histoire, une mémoire, et que c'est l'art de la beauté, le cinéma. Voilà. C'est une proposition de beauté. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Cannes 14h, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain sur la Croisette, sur la plage Magnum, au Festival de Cannes. Vous nous retrouvez ce soir sur Altis Studio à 20h et demain sur le site icinema.com. À demain.